Deux chiffres suffisent à fissurer un récit installé. L'un des pays les plus pauvres du monde parvient pourtant à lancer 10 projets nationaux en 3 ans. Ce contraste sec et mesurable révèle une accélération qui contredit les diagnostics figés et oblige à revoir les certitudes accumulées. Pourquoi cette bascule intrigue-t-elle autant les observateurs et que dit-elle vraiment du pari engagé sous Ibrahim Traoré pour transformer une fragilité chronique en dynamique reproductible ? Une brèche s'ouvre, brève mais décisive, comme si un horizon longtemps bloqué venait soudain de se déplacer. Ce récit repose sur une promesse discrète mais déterminante. Montrer comment un pays longtemps considéré comme fragile peut transformer chaque chantier en preuve mesurable plutôt qu'en annonce abstraite. Le bénéfice attendu tient dans une idée simple, presque sèche, rendre durable ce qui, pendant des décennies, n'avait existé qu'à travers des tentatives brèves ou des programmes dépendants de financements extérieurs. Mais cette ambition porte un coup précis. Reconstruire sans filet, rompre avec des dépendances anciennes et miser sur des ressources locales que beaucoup jugeaient insuffisantes pour absorber un cycle complet de production, de distribution et de services. Si cette cohérence tient, les avancées locales cessent d'être des éclats isolés. Elles deviennent une structure, une mécanique capable de se maintenir dans le temps et de réduire le cycle récurrent des attentes déçues. Et voici le « on peut en tirer une courte accroche ». Chaque réussite n'est plus une fin, mais une ouverture. La preuve qu'une autre peut suivre, que la dynamique n'est pas exceptionnelle mais reproductible. Reste une question. Jusqu'où cette trajectoire peut-elle tenir avant de rencontrer des limites structurelles que nul ne pourra éluder ? Voici un bref dévoilement. 10 projets nationaux ont émergé en seulement 3 ans et plus de 150 villages ont été électrifiés dans le même intervalle. Ces deux données, simples mais décisives, suffisent à éclairer ce qui répond à la question suspendue dans l'ouverture. Si le contraste intrigue autant, c'est parce qu'il repose sur un rythme mesurable plutôt que sur un discours d'intention, rythme porté explicitement sous Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette dynamique, il faut revenir au point de départ, un Burkina Faso cerné par des dépendances multiples, énergétiques, hydrauliques, agricoles et financières. L'électricité provenait majoritairement de l'extérieur, les infrastructures hydrauliques perdaient en efficacité, les récoltes se dépréciaient, faute d'industries capables de les transformer, et les services essentiels demeuraient vulnérables à des financements fluctuants. Une fragilité en entraînait une autre, formant une chaîne où chaque maillon affaiblissait l'ensemble. C'est dans ce contexte que la méthode actuelle s'articule. Rompre la dépendance, non par des déclarations, mais par un ordre précis de priorité. Produire localement, connecter les productions entre elles et transformer chaque acquisition en point d'appui pour la suivante. Ainsi, l'usine Red Gold Factory ne se limite pas à la transformation agricole. Elle nourrit le corridor routier Bobo-Abidjan, la route accélère. La distribution énergétique, l'énergie stabilise les hôpitaux, l'eau du barrage, Ziga 2 sécurise les cultures, la Burkenbank canalise les flux financiers pour alimenter le cycle complet. La rupture véritable réside dans cette articulation. Les chantiers ne sont plus des blocs isolés, mais des segments d'un système cohérent, une chaîne ascendante qui inverse les dominos. Chaque ouvrage entraîne le suivant, créant une dynamique cumulative longtemps sous-estimée par les observateurs extérieurs. Ce mouvement ne décrit donc pas un miracle, il dévoile un protocole reproductible. Cause, effet, nouvelle cause. Et si cette cohérence continue de tenir, elle pourrait redéfinir la manière dont le pays affirme sa souveraineté à travers des mécanismes vérifiables, plutôt que des proclamations. Pour saisir la portée concrète de cette dynamique, il faut quitter les tableaux stratégiques et observer ceux qui, chaque jour, en incarnent les premiers effets. 3 trajectoires brèves suffisent à éclairer la manière dont un changement structurel se répand avant même que les statistiques ne l'officialisent. La première voie est celle de Mariam, ouvrière à la Red Gold Factory. Pendant des années, ses récoltes terminaient au bord des routes, condamnées à pourrir faute d'une industrie capable d'absorber la production locale.
Aujourd'hui, son geste sur les conserves Made in Burkina Faso ne se limite plus à une routine productive. Il répare une valeur perdue, démontre qu'une transformation locale peut inverser des décennies de dépréciation agricole. Son quotidien devient, sans discours, une preuve silencieuse de l'articulation nouvelle entre production, route et distribution. La deuxième trajectoire se dessine dans un village électrifié par le projet Yellen. Dès l'installation des lampes solaires locales, les cours du soir ont repris. Pour l'instituteur qui y enseigne, la lumière n'est pas un progrès technique, c'est une fenêtre rallongée sur l'avenir. Les élèves gagnent du temps d'études, les familles stabilisent leur rythme, et l'isolement cesse d'être une fatalité. Une simple lampe devient un levier éducatif, social et parfois économique. La troisième scène met en lumière un jeune ingénieur revenu du Ghana. Convaincu par la cohérence nouvellement installée entre énergie, eau et route, il voit désormais un terrain où ses compétences comptent réellement. Revenir n'est plus un renoncement, mais une perspective professionnelle viable. Cela signifie concrètement qu'un changement vaut lorsqu'il transforme des gestes ordinaires. Le déclencheur apparaît sous forme d'une humiliation devenue symbole, des tonnes de tomates pourrissant au bord des routes, tandis que les mêmes produits, réimportés d'Europe, se vendaient à prix multipliés. L'image est violente, immédiate, et elle concentre en un instant la dépendance, la vulnérabilité et le potentiel inexploité d'un pays pris au piège d'un cycle absurde. Cette scène agit comme un électrochoc. Produire, mais ne pas transformer. Cultiver, mais perdre. Récolter, mais regarder la valeur s'effondrer sous le soleil. Le diagnostic est clair, sans détour, et c'est à ce moment qu'un pari industriel direct est lancé sous Ibrahim Traoré. Un pari qui rompt avec l'inertie des années précédentes. La réponse se matérialise par un premier mouvement net, la création de la Red Gold Factory. 8 millions de dollars. Une chaîne de transformation locale montée dans un contexte où tout semblait manquer. Infrastructures, capitaux, réservoirs techniques. Le geste est sec, rapide, presque risqué, mais il est surtout nécessaire. Produire localement au lieu de subir. Transformer pour capturer la valeur, réduire la perte, briser la fatalité logistique. Le corridor agricole commence à prendre forme, encore fragile mais déjà capable d'absorber ce qui, autrefois, finissait au bas-côté. C'est la première pierre, celle qui donne sens au reste. Le point culminant survient lorsque la production rencontre son obstacle naturel, la circulation. L'économie locale, pendant des décennies, s'est trouvée enfermée dans des routes héritées de circuits incapables de soutenir un mouvement autonome. Pour qu'une usine fonctionne, il faut une artère. Pour qu'une artère vive, il faut une cohérence entre production et distribution. D'où l'ouverture du vaste chantier routier Bobo-Abidjan. 120 millions de dollars mobilisés pour créer un axe qui relie enfin les zones productives aux débouchés régionaux. Ici, la logique se resserre, où le pays reste enclavé, où il se relie. Et lorsqu'il se relie, il cesse d'être un îlot de dépendance pour devenir un nœud économique. À peine cette infrastructure amorcée, un troisième moteur s'active, la lumière. Le projet Yellen électrifie plus de 150 villages. L'effet est immédiat. 300 000 habitants voient leur quotidien basculer. Les hôpitaux abandonnent les lampes de poche, les cours du soir reprennent, les boutiques prolongent leurs horaires, les ateliers fonctionnent au-delà du crépuscule. La nuit cesse d'être un plafond, une scène ordinaire se renverse, un commerçant qui ferme plus tard, une école qui double son rythme, un dispensaire qui accueille une urgence nocturne sans interruption. L'électricité devient un multiplicateur. Puis survient la pièce suivante, l'eau. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres cubes et sécurise l'alimentation de près de 600 000 personnes. Là où les cultures s'effondraient à chaque saison sèche, elles trouvent désormais un amortisseur. Là où les marchés dépendaient d'importations coûteuses, ils retrouvent un socle local. Là où la capitale oscillait au rythme irrégulier de ses réserves, elle stabilise son fonctionnement. L'eau devient une assurance de continuité. Enfin arrive la finance, dernier bloc de la chaîne. La Burken Bank ouvre 67 agences, attribue plus de 15 000 microcrédits et rapatrie plus de 60% des dépôts nationaux. Les flux cessent de fuir. L'argent reste, circule, renforce la boucle productive. Chaque atelier finance un autre atelier. Chaque retour d'ingénieur consolide un service. Chaque crédit alimente un cycle. La séquence est complète. Déclencheur, point culminant, onde de choc. Rien n'avance seul, tout s'entraîne.
Pour comprendre la portée réelle des transformations en cours, il faut revenir aux données qui structurent le mouvement plutôt qu'aux impressions qui l'accompagnent. 3 blocs chiffrés, l'énergie, l'eau et la finance, suffisent à mesurer la dynamique, non comme une addition de résultats, mais comme une chaîne d'effets. L'objectif n'est pas de dresser un tableau statique, mais de montrer comment un delta mesurable transforme progressivement la capacité d'un territoire à fonctionner sans rupture. Le premier indicateur concerne l'énergie. Le taux de villages disposant d'une électricité permanente est passé de moins de 15% à plus de 48%. Ce bond n'est pas seulement une progression technique, il modifie en profondeur l'architecture du quotidien. Dans les zones rurales, une école retrouve ses cours du soir dès que la lumière devient stable. Cette phrase explique le mécanisme. Une électricité fiable restaure les fonctions sociales essentielles. Dans les dispensaires, la disparition des lampes de poche, comme unique source lumineuse, permet la reprise des soins nocturnes. Les commerces prolongent leurs horaires, créant des micro-revenus qui irriguent les villages. L'énergie cesse d'être un service incertain, elle devient un socle de stabilité. Ce delta structure une transformation silencieuse qui traverse plusieurs couches de la société. Le second indicateur concerne l'eau. Le barrage Ziga stocke plus de 40 millions de mètres cubes et alimente environ 600 000 personnes. À première vue, c'est une donnée hydraulique. En réalité, c'est un pivot stratégique. Les cultures, longtemps exposées aux effondrements saisonniers, trouvent une continuité indispensable. Cette phrase résume les faits. L'eau stable protège la production contre les fluctuations climatiques. Les marchés alimentaires, autrefois dépendants d'importations coûteuses, s'ancrent davantage dans les circuits locaux. La capitale, régulièrement affectée par des pénuries, retrouve un fonctionnement plus prévisible. Cette réserve agit comme un amortisseur silencieux. Elle réduit l'incertitude et renforce la capacité de planification. Le troisième indicateur touche à la finance. La Birkenbank a ouvert 67 agences, attribué plus de 15 000 microcrédits et rapatrié plus de 60% des dépôts nationaux. Ce chiffre ne décrit pas seulement une expansion bancaire, il traduit un renversement des flux économiques. L'argent cesse de quitter le pays, il circule en interne. Cette phrase éclaire la mécanique. La finance locale renforce directement les chaînes productives internes. Lorsqu'un agriculteur accède à un microcrédit, il améliore ses rendements. Lorsque la production progresse, elle alimente l'usine. Lorsque l'usine tourne, elle justifie les investissements de transport. Et lorsque les routes s'étendent, elle renforce la distribution énergétique. La finance devient une colonne vertébrale plutôt qu'un maillon marginal. Prises ensemble, ces 3 deltas, énergie, eau, finance, forment une ossature mesurable qui dépasse la somme de leurs valeurs. Là où l'on pourrait voir 3 domaines distincts, la dynamique révèle une spirale ascendante. Plus d'électricité stimule la production locale, plus d'eau stabilise la continuité agricole, plus de finances internes renforcent les circuits qui soutiennent ces 2 blocs. Les données ne décrivent plus un état, elles montrent un mouvement. Pour évaluer solidement la trajectoire en cours, il faut présenter les 2 thèses opposées avec la même rigueur, sans minimiser les arguments de chacune. Le débat ne se joue pas entre optimisme et pessimisme, mais entre 2 lectures cohérentes d'un même ensemble de faits. Le premier bloc d'arguments soutient l'idée d'une dynamique interne plus robuste qu'annoncée. Les partisans de cette perspective soulignent la continuité des services essentiels malgré un contexte régional instable. Les campagnes continuent de produire, les écoles rouvrent, les marchés se stabilisent, et l'alimentation locale progresse grâce à l'alignement entre énergie, eau et infrastructure. Ils insistent sur un point précis, la restitution des flux financiers. Plus de 60% des dépôts nationaux, autrefois orientés vers l'étranger, sont désormais rapatriés et recyclés dans l'économie locale. Cette reconcentration, combinée aux 15 000 microcrédits attribués, irrigue des zones qui n'avaient jamais bénéficié d'un tel soutien. Selon eux, cette cohérence constitue la preuve d'un modèle d'autonomie financière émergent. La thèse opposée repose sur un ensemble de préoccupations réelles. Plusieurs analystes rappellent que cette reconquête interne s'accompagne d'un coût diplomatique élevé. L'aide extérieure a été divisée par 2. Et certains partenaires traditionnels interprètent cette trajectoire comme un isolement potentiellement risqué. Ils ajoutent que les progrès internes ne protègent pas des chocs exogènes, fermeture de marché, fluctuations régionales,
pression commerciale ou climatique. Dans leur lecture, les avancées actuelles restent vulnérables si ces pressions s'intensifient. Pour confronter ces deux visions, il faut revenir aux données tangibles plutôt qu'aux hypothèses. Oui, les risques extérieurs existent, mais les infrastructures nouvellement consolidées, énergie plus stable, eau sécurisée par Ziga 2, finances internalisées, jouent désormais le rôle d'amortisseurs structurels. Les pénuries récurrentes diminuent, les services publics fonctionnent plus régulièrement, les chaînes productives gagnent en continuité. La question n'est donc pas de savoir si les pressions subsistent, mais si le système peut les absorber. Et les données montrent une capacité d'absorption en expansion. Un seuil vient d'être franchi. Dans les villages du Sahel, longtemps plongés dans une nuit immobile, les soirées s'organisent désormais autour d'une lumière produite localement et entretenue par leurs propres techniciens. Ce basculement paraît discret, presque banal, mais il marque en réalité le milieu du récit, le moment où l'on cesse d'observer des infrastructures et où l'on commence à mesurer une souveraineté vécue, perceptible dans le rythme du quotidien. Sous l'impulsion méthodique portée par Ibrahim Traoré, l'énergie n'est plus une dépendance à combler, mais une compétence à maîtriser. Le changement se lit dans les gestes simples. Un atelier qui ferme plus tard, un dispensaire qui soigne sans interruption, une école qui reprend les cours du soir. La lumière ne descend plus d'un centre lointain, elle circule depuis ceux qui la vivent et la réparent. Cette redistribution des leviers transforme l'ordre habituel des responsabilités. Là où l'on attendait autrefois un intervenant extérieur, c'est la communauté qui organise, transmet, consolide. À ce stade du récit, révèle une vérité silencieuse. La souveraineté n'avance pas par proclamation, mais par habitude reprise chaque soir au niveau des foyers et des métiers. Les effets de la méthode portée sous Ibrahim Traoré deviennent pleinement lisibles lorsqu'on observe comment 4 cercles, ménages, entreprises, administration locale et voisinage régional, réagissent à la nouvelle dynamique. Chacun l'absorbe à sa manière, mais tous convergent vers un même mouvement, celui d'une capacité accrue à anticiper plutôt qu'à subir. Pour les ménages, l'électrification de plus de 150 villages transforme la structure du quotidien. Les soirées ne s'arrêtent plus avec la tombée du soleil. Les enfants étudient dans des conditions régulières. Les petites boutiques prolongent leurs heures d'ouverture, générant des micro-revenus qui stabilisent la vie locale. L'eau plus fiable, fournie par Ziga 2, réduit les maladies hydriques et allège la charge domestique, notamment pour les femmes. Les familles passent d'un mode réactif, dominé par les imprévus, à un rythme plus prévisible. L'effet concret est que est clair, plus de temps, plus de marge mentale, plus de continuité. Pour les entreprises, longtemps étouffées par l'instabilité énergétique, le manque d'eau et la fragmentation logistique, la situation change sensiblement. La Red Gold Factory transforme désormais 12 000 tonnes de tomates par an, offrant un débouché stable à des milliers d'agriculteurs. Le corridor Bobo-Abidjan réduit les coûts de transport, fluidifie les échanges et ouvre l'accès à des marchés internes et régionaux. Les 67 agences de la Birkenbank et leurs 15 000 microcrédits soutiennent la création de petites unités productives, ateliers, coopératives, services intermédiaires. Là où l'incertitude paralysait l'initiative, une prévisibilité relative apparaît. L'effet concret est que ici réside dans la montée en puissance d'une économie locale capable d'absorber ses propres flux. Pour les administrations locales, souvent dépendantes de financements irréguliers, la transformation est tout aussi décisive. L'énergie stabilise les dispensaires, l'eau garantit la continuité des marchés alimentaires, la finance locale permet le financement de projets territoriaux jusque-là impossibles. Les écoles rurales rouvrent en double horaire. Les hôpitaux de brousse reprennent les soins nocturnes. Les communes structurent des programmes d'entretien sans attendre l'appui de bailleurs extérieurs. Cette décentralisation fonctionnelle n'est pas un slogan. Elle devient un instrument. L'effet concret est que se lit dans la marge d'action retrouvée. Pour le voisinage régional, l'évolution burkinabé agit comme un signal. Mali, Niger, Guinée envoient des délégations, évaluent les corridors et comparent leurs modèles. Les exportations de la Red Gold Factory vers 5 pays sahéliens amorcent une reconfiguration discrète des alliances économiques. Ce n'est pas un changement de doctrine, mais de gravité. La cohérence interne attire l'attention
et redéfinit la manière dont la région envisage l'autonomie. L'effet concret est que ici tient dans l'attractivité nouvelle d'un pays longtemps considéré comme périphérique. À travers ces 4 cercles, une même ligne se dessine. Les transformations ne demeurent pas abstraites. Elles se matérialisent par des routines plus stables, des initiatives plus lisibles et une capacité accrue à se projeter au-delà de la survie immédiate. À l'horizon des prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent selon la stabilité sécuritaire, la capacité productive et la cohérence sociale. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles mesurent ce que le pays peut absorber, redistribuer ou transformer à partir des dynamiques déjà enclenchées. L'enjeu n'est pas de choisir le meilleur scénario, mais de comprendre ce que chacun révèle de la résistance du système. Dans un premier scénario, la consolidation disciplinée. Dans cette trajectoire, les 10 projets actuels poursuivent leur montée en puissance sans rupture majeure. L'énergie solaire continue de se stabiliser, le barrage Ziga 2 fonctionne à un régime régulier et la Burkenbank renforce sa digitalisation. La croissance se maintient autour de 5%, portée par la production locale et l'extension progressive des corridors commerciaux. Ce scénario exige une rigueur budgétaire, un pilotage régulier et la continuité administrative. Rien de spectaculaire, mais une avance mesurée, cumulative, presque mécanique. Dans un deuxième scénario, l'intégration souveraine. Ici, les pays voisins, Mali, Niger, Guinée, renforcent leurs corridors complémentaires, créant un bloc sahélien plus intégré. Les investissements locaux augmentent, la production agricole double dans certaines zones et la pauvreté recule sous les 25%. Le pays devient un pôle régional structurant les échanges par l'offre plutôt que par la dépendance extérieure. Ce scénario repose sur une coopération solide et une synchronisation des calendriers. Si les partenaires suivent, l'élan s'amplifie. Dans un troisième scénario, les pressions extérieures. Dans cette version, les marchés se contractent, l'aide diminue davantage, et la croissance tombe vers 2%. Des fluctuations régionales et des pressions commerciales compliquent la progression. Pourtant, les infrastructures énergétiques, hydrauliques et financières protègent l'économie d'un recul brutal. Les services essentiels continuent de fonctionner, l'agriculture reste alimentée et les communes conservent une base opérationnelle. Ce scénario ne supprime pas les acquis, il les ralentit. À travers ces 3 trajectoires, une recommandation intellectuelle s'impose, raisonner en termes de capacité d'absorption plutôt qu'en termes de fragilité structurelle. La question centrale, que peu osent formuler ouvertement, devient alors le nouveau point de suspension du récit. Jusqu'où ce système peut-il absorber les chocs avant de nécessiter une reconfiguration ? Les transformations en cours ne prennent tout leur sens que lorsqu'on observe la manière dont elles traversent les vies ordinaires. 3 cercles humains, familles, jeunes actifs et diaspora, ressentent différemment la nouvelle dynamique, mais chacun y trouve une forme d'élargissement de ses possibilités. L'enjeu n'est pas seulement macroéconomique, il concerne la manière dont le quotidien se réorganise, se stabilise, se projette. Pour les familles, la lumière stable change d'abord la relation au soir. Les enfants étudient à heure fixe, sans dépendre d'une lampe de fortune. Les petits commerces prolongent leur activité, les foyers vivent sans la contrainte des générateurs bruyants ou des coupures imprévisibles. L'eau plus régulière réduit les corvées, stabilise l'hygiène quotidienne et allège le coût mental de la survie. Dans ce climat plus stable, même un geste simple peut renforcer l'élan collectif. Partager une information fiable, encourager l'école du quartier, soutenir un atelier local. Pour les jeunes actifs, l'effet le plus tangible est celui d'un horizon qui s'ouvre. Les chantiers énergétiques et hydrauliques créent de nouveaux métiers. Les microcrédits facilitent l'émergence d'ateliers ou de coopératives. Les formations techniques trouvent une valeur directe dans les projets en cours. Rester n'apparaît plus comme un renoncement, mais comme une possibilité d'avancer dans un cadre qui se structure. Une initiative accessible peut soutenir ce mouvement. Documenter un projet, rejoindre une formation courte ou transmettre une compétence pratique. Pour la diaspora, le changement agit comme un rappel subtil. Les réussites locales modifient la perception du pays depuis l'étranger. Un terrain plus lisible, plus cohérent, plus capable d'absorber un retour ou un investissement. Beaucoup observent sans encore franchir le pas, mais chaque amélioration renforce l'idée qu'un lien renouvelé devient possible. Là aussi, un geste modeste suffit, mentorat à distance,
appui administratif ou simple partage de ressources utiles. À travers ces trois cercles, le fil conducteur reste le même, une souveraineté vécue, diffuse, qui s'installe par couches successives. Pour comprendre la logique opérationnelle du modèle défendu sous Ibrahim Traoré, il faut l'observer comme une procédure reproductible plutôt qu'une succession d'initiatives dispersées. La question ouverte en P10, jusqu'où le système peut absorber les chocs avant de nécessiter une reconfiguration, trouve ici un début de réponse. La solidité vient du protocole, pas de la conjoncture. 5 étapes structurent cette méthode. Première étape, prioriser les besoins vitaux, énergie, eau, santé, éducation, finances. Sans un ordre clair, rien ne tient. Cette hiérarchie évite l'éparpillement et concentre les moyens sur les leviers qui renforcent tous les autres. Chaque projet doit répondre à un besoin fondamental, identifiable, mesurable. Deuxième étape, former localement. Ingénieurs, techniciens, opérateurs. La durabilité dépend directement de leurs compétences. Chaque chantier sert d'école pratique. Les savoir-faire ne sont plus importés ponctuellement, mais accumulés. Une capacité technique nationale se construit par strates. Troisième étape, relier les projets entre eux. Une route n'a de valeur que si elle soutient une production. Une énergie n'a de sens que si elle stabilise un service. Une eau fiable renforce les cultures qui alimentent l'usine. Le système repose sur l'interdépendance productive. Un projet isolé reste fragile. Un projet connecté devient multiplicateur. Quatrième étape, mesurer et corriger. Les bilans trimestriels imposés ne sont pas un rituel administratif, ce sont des instruments de confiance. Montrer, compter, ajuster. Cette discipline transforme un discours en protocole. Cinquième étape. Étendre par l'exemple. Les réussites reproductibles servent de modèle aux communes voisines, puis aux pays sahéliens. Non pas une expansion conquérante, mais une contagion méthodique. Ce qui fonctionne ici peut fonctionner ailleurs à coût marginal. Ainsi se construit la réponse à la question ouverte. Un système absorbe mieux les chocs lorsqu'il se structure autour d'habitudes reproductibles. Chaque soir, Mariam, la même ouvrière évoquée plus tôt dans la Red Gold Factory, traverse un quartier désormais éclairé par les lampes installées grâce au projet Yellen. La boîte rouge qu'elle porte dans ses mains n'est plus un simple produit industriel. C'est la preuve concrète d'une valeur retrouvée, d'un geste autrefois banal devenu un acte de reconstruction silencieuse. Son trajet quotidien rappelle que les transitions les plus profondes ne se font pas dans les salles de réunion, mais dans les rues, les ateliers, les foyers. Sous l'impulsion patiente d'Ibrahim Traoré, cette continuité discrète devient une architecture vécue. Dans cette lumière douce, la souveraineté cesse d'être une idée lointaine. Elle prend la forme d'une rue qui reste animée après le crépuscule, d'un enfant qui étudie sans craindre la coupure, d'un technicien local qui répare une installation sans attendre une aide extérieure. Chaque détail devient une preuve, et chaque preuve une avancée. Le haut peut y revenir, ainsi s'impose naturellement. Ce qui change un pays, ce ne sont pas les symboles, ce sont les gestes répétés. On peut retenir la phrase suivante, « Les petites lumières transforment le réel ». Lorsque les transformations deviennent visibles dans le quotidien, une rue éclairée, un atelier qui ferme plus tard, une école qui reprend ses cours du soir, elle cesse d'appartenir aux seuls décideurs pour devenir un terrain partagé par celles et ceux qui les vivent. Cette dynamique ne se propage pas par des discours spectaculaires, mais par une accumulation de gestes sobres, soutenir une initiative locale, relayer une information fiable, documenter un projet, encourager un atelier voisin. Autant de micro-actes qui renforcent ce qui fonctionne déjà. Une souveraineté vécue ne se décrète pas. Elle se construit par capillarité, lorsque chacun trouve une manière modeste mais réelle de prolonger l'élan collectif.